je suis ravie d'introduire Catherine Larère, professeure de philosophie émérite, spécialiste en éthique environnementale, affiliée à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Son plus récent ouvrage, du coup, est Bulle technologique, qui vient de sortir. Et son précédent ouvrage date de 2015 avec Raphaël Larère, qui a pour intitulé Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique. Elle propose ici d'étudier le vocabulaire du changement social et de l'action politique utilisée pour parler de la transition écologique. Je la laisse parler. Bien, ben merci, et je présente mes excuses d'être arrivée alors que la séance était déjà entamée, mais on a eu le même problème. Le train de 6h25 de ce matin est arrivé avec une demi-heure de retard à Bruxelles pour des causes d'incidents mécaniques. Bien. Alors, bon, j'ai pas de PowerPoint, donc vous allez être obligé de m'écouter sans regarder. Je voudrais, pour expliquer ce que je vais faire, je voudrais rebondir sur la dernière question qui a été posée sur est-ce que ça convient de parler de gouvernance pour étudier l'action d'un certain nombre d'initiatives, alors citoyennes entre guillemets, bon, mais d'actions collectives à des niveaux très, très locaux et qui ont, si je puis dire, vocation transitionnelle. C'est-à-dire, si je voudrais avec vous étudier un peu le vocabulaire, donc si je reprends le titre de cet atelier, crise écologique, transition écologique, scénario, parce que dans le scénario on parle de modèle, dans l'idée que, bon, de façon très générale, hein, le problème, si je recite ce qu'on cite toujours à Einstein, hein, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. C'est-à-dire, est-ce que ce que nous pensons faire partie de la solution n'est pas en fait une partie du problème? Alors ça a été dit sur la technologie, les solutions ne seront pas techniques, en fait c'est plutôt la technique qui engendre les problèmes, ne seront pas uniquement techniques, mais je pense que c'est vrai aussi pour les mots et pour les catégories d'analyse. Si on applique à l'analyse de la transition écologique des catégories qui ont été forgées pour rendre compte de toute autre chose que la transition écologique, est-ce qu'on explique bien ce de quoi il s'agit? Et on peut dire, alors, si je reviens sur la gouvernance, j'en reparlerai, c'est quelque chose quand même qui nous arrive droit du néolibéralisme, hein, d'un vocabulaire économique, certaines étapes économiques, et c'est un terme qui est inventé contre le terme de gouvernement, hein, pas seulement que c'est la transposition directe de l'anglais, c'est pour évincer le terme de gouvernement. Donc, de cette façon, évincer la politique de quelque chose qui, par ailleurs, nous a été dit comme politique. Donc, il y a un problème, je ne fais pas du tout une critique à la personne qui est intervenue avant moi, mais pour dire que ça aussi, ça fait partie du problème. Et je dirais, pour essayer de localiser encore plus précisément le problème, que c'est bien le terme même de transition qui demande qu'on s'y arrête un peu, parce que c'est, je dirais, et on l'a vu aussi dans ce que j'ai pu entendre de l'intervention précédente, il y a toute une référence à la rupture. Or la transition, c'est pas du tout un vocabulaire de la rupture. Donc il y a un problème, et je voudrais, alors je ne vais pas parler d'études empiriques, hein, je suis philosophe, donc je suis un peu dans le général, j'ai le plus grand respect pour l'empirie, d'où le titre de notre dernier livre, hein, une enquête. Mais bon, je le fais au niveau où je peux le faire, c'est-à-dire sur les concepts. Et donc, pour situer le problème, je partirai de quelque chose qui est un peu, peut-être une boutade, mais qui me permet de poser le problème, qui est une remarque de Bernadette Vincent, qui est une spécialiste d'études des techniques, donc pas directement des questions écologiques, mais elle est liée
et qui remarque dans un article récent disant qu'on n'arrête pas de parler de révolution à propos des technologies, et quand il s'agit de quelque chose qui devrait modifier profondément notre vie, on parle tout juste de transition écologique ou même seulement de transition énergétique. Donc il y a une sorte de paradoxe. Nous avions un vocabulaire de la rupture sociale, politique, le vocabulaire de la révolution. Et pour parler de ce qui, aujourd'hui, par rapport à la crise écologique, et je reviendrai sur l'expression, semble annoncer la nécessité d'une rupture, et là aussi je voudrais revenir sur la question de la rupture, eh bien, nous employons un vocabulaire qui est au contraire un vocabulaire de la continuité. On a tous, quelles que soient nos études, on a tous appris à faire un essai ou une dissertation, on nous a appris comment bien passer d'une partie à une autre grâce à une bonne transition. Alors, je voudrais revenir là-dessus, disons, donc, revenir un peu sur ce vocabulaire. Bon, révolution, on va voir que ça va assez vite, mais sur la question de la transition. Et après avoir situé dans quel domaine théorique, ça a été dit avant d'ailleurs, je ne ferai que reprendre des choses qui ont été dites, se situe la question de la transition. Je voudrais énoncer le problème auquel je faisais référence, c'est-à-dire rupture ou pas rupture, et à la fin, en quoi la conception des scénarios et des modèles aide ou pas dans ce domaine qui finalement est ce que j'essaie de montrer assez difficile à déterminer. Alors je vais aller vite sur la révolution, j'ai rien contre la révolution, au contraire, mais je dirais que c'est un terme qui a été complètement dévalué. Bon, vous savez que le terme de révolution, dans le sens où je l'emploie, qui est d'une rupture complète, politique, sociale, qui fait passer d'un régime à l'autre, et c'est récent, ça date des révolutions américaines et européennes de la fin du XVIIIe siècle. Avant, le terme de révolution, qui est un terme qui vient de l'astronomie, était employé dans le vocabulaire, dans l'analyse des sociétés, mais de façon plus douce. C'était en France, ça signifiait tout simplement un changement de dynastie, donc sans qu'il y ait rupture violente. Donc c'est avec les révolutions américaines et la révolution française que le terme de révolution prend son sens, donc, je disais, de rupture complète politique et sociale. Et bon, il s'affaiblit, et on en voit, enfin, le fait qu'on parle à tort et à travers de révolution technologique, nous, le dernier livre que nous avons fait, Bulle technologique, qu'on parle à tort et à travers de révolution technologique, des choses qui ne sont en aucun sens des révolutions, et que ce soit essentiellement une façon d'ailleurs d'attraper les crédits, montre une dévalorisation du terme. Et on pourrait montrer d'ailleurs que même quand il est employé politiquement, je pense à l'emploi du terme de révolution arabe, parce qu'on a désigné par les printemps arabes, montre qu'il y a là alors peut-être ça reviendra, mais pour l'instant c'est un terme très largement dévalué. Ça veut dire aussi, et j'en viens à ce qui est pour moi le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le terme de transition vient d'un autre domaine que celui de la révolution, enfin de l'acclimatation sociale, si je peux dire, du terme astronomique de révolution. Et alors, il y a ça, et il y a autre chose, et qu'on peut constater si on consulte le dictionnaire de la pensée écologique édité par Dominique Bourg au PUF. Il y a des conceptions, il y a deux articles transition écologique dans le dictionnaire de Dominique Bourg et d'Alain Papot, je ne sais pas pourquoi je vous lirai. Il y en a un qui est du côté
de ce à quoi a été fait référence ce matin, Rob Hopkins, les bilans de transition, et puis l'autre, qui est du côté de la modernisation écologique, donc de deux faces opposées de la façon de prendre en charge le terme de crise écologique, j'y reviens. Mais et donc, c'est là le problème que je pose, en quoi est-ce que le mot de transition nous permet de nous repérer entre, je dirais, ce qui est plus ou moins du greenwashing, hein, rebaptisé vers la continuité du système ancien, et puis ce qui est une volonté, alors est-ce qu'il faut le présenter comme une volonté de rupture, en tout cas une volonté de faire autre chose. Hein. Or, on emploie le même mot, et non seulement on emploie le même mot, mais on emploie le même domaine de référence, qui est, alors ça c'est clair, hein, ça a été dit d'ailleurs par la personne qui a intervenu avant moi, qui est la théorie des systèmes. Alors, je vous cite les deux définitions dans l'article, puis je ne vous dis pas d'ailleurs quel est l'article côté Rob Hopkins et quel est l'article côté modernisation écologique. L'article 1, le premier article donc, cite la dénomination de transition écologique désigne le processus conduisant du système économique actuel, qui demande une grande quantité de ressources pour fonctionner et qui a de forts impacts sur les écosystèmes et les êtres vivants, humains compris, vers un système beaucoup plus sobre et de ce fait vraisemblablement plus durable, plus équitable et plus stable, dans un monde où les ressources sont limitées et à partager entre un nombre croissant d'individus. Il s'agit d'un processus inéluctable, déjà engagé, qui se déploie à plusieurs échelles et implique une grande variété d'acteurs. Bon, ceci dit, il n'y a pas grand mystère, hein, le terme de sobre indique de quel côté que cette définition se trouve. L'autre article, alors, commence par une définition, une référence beaucoup plus générale à la théorie des systèmes, et il est dit tel qu'utilisé dans les sciences qui traitent de systèmes, le concept de transition désigne un processus de transformation au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre dynamique à un autre régime. En tout cas, il y a quelque chose de commun de définition, c'est que la transition, c'est le passage d'un système à un autre système. Alors, et ça peut être dit de façon très générale en théorie des systèmes. Alors, je ne vais pas vous faire du Bertrand Amphi, je vais pas développer toute la question de la théorie des systèmes, mais disons que, à mon avis, ce qui caractérise, bon, il y a eu des thèses par des gens qui travaillent sur les questions écologiques faites sur le rôle de la théorie des systèmes et de la complexité dans l'étude des questions écologiques. Mais moi, ce qui me frappe dans la théorie des systèmes, c'est que c'est typiquement une théorie transdisciplinaire, c'est-à-dire que pour elle, la distinction entre le naturel et le social n'existe pas. Et donc, on peut passer de façon continue du naturel au social, ce qui fait que vous trouvez dans la théorie des systèmes, aussi bien, je dirais, des gens avec des pointes vers le naturalisme, je pense à Edgar Morin, hein, que des constructivistes complets. Et de ce point de vue-là, le deuxième article est tout à fait typique de la possibilité d'avoir une vision complètement constructiviste en théorie des systèmes, qui fait de la théorie des systèmes une science d'ingénieur, qui est que l'image qui est donnée dans le deuxième article pour expliquer ce qu'est la transition, c'est le décollage d'un avion. La distinction des différentes phases, hein, il y a l'approche, il y a on quitte le sol, on accélère et on se stabilise. Hein. Donc vous avez, pour caractériser une transition, quelque chose qui est emprunté à la science, à une science d'ingénieur. Donc, qu'est-ce que ça apporte d'emprunter la conception de la transition à la théorie des systèmes? Ça apporte un certain nombre de choses. Alors, je vais juste revenir sur ce sur quoi se termine la première définition, hein, celle du premier article,
Il s'agit d'un processus inéluctable déjà engagé qui se déploie à plusieurs échelles et implique une grande variété d'acteurs. Donc, on vous dit que la transition est en cours. C'est quelque chose qui se fait. Hein. C'est là que l'accroche naturaliste de la théorie des systèmes est importante. C'est une tendance naturelle, c'est un mouvement naturel. Alors là, on tombe sur un problème qui existe déjà dans d'autres conceptions du changement social, et en particulier dans le marxisme, qui est si ça se passe de toute façon, pourquoi faire la révolution, hein? Et donc là, on peut se dire, si ça se passe de toute façon, pourquoi faire la transition? Alors, l'article dit que ça peut être nécessaire au sens de ça peut être aidé. Et là, je reprendrai une autre définition de la transition que donne Pascal Chabot, un philosophe, plus ou moins d'ici d'ailleurs, je ne sais pas, qui est publié en 2015 sous le titre de L'âge des transitions, ou PUF, où il dit la transition c'est le changement désiré. Hein, donc on peut dire que dans ce processus inéluctable, engagé, nous sommes en train de passer d'un système à l'autre, bien nous pouvons apporter notre désir, c'est-à-dire notre façon de lier les choses. Alors, j'ajouterai toujours, hein, dans ce premier tour de vocabulaire, j'ajouterai également que parler de bien situer la question de la transition comme quelque chose du vocabulaire emprunté à la théorie des systèmes, permet de situer autrement la question de la crise écologique. Parce que l'emploi du vocabulaire de la crise écologique est très critiqué, et je me souviens en particulier d'une véritable décade, hein. Pour une fois c'était bien 10 jours, à Cerisy, alors que je ne suis pas bêtise, c'était l'été 2015, où il y avait Dominique Bourg, Dominique Méda, et qui était sur la transition. Un certain nombre de gens, dont Dominique Bourg, s'étaient élevés violemment contre l'utilisation de crise écologique pour décrire la situation où nous nous trouvons, en disant le terme de crise, alors vous savez sans doute hein, ça vient cette crise en grec, ça vient du vocabulaire médical, et que ça désigne dans le vocabulaire médical démocratique le moment où la maladie hésite. Hein, il y a un moment d'hésitation, ça peut aller du côté de la guérison ou aller du côté de l'aggravation et de la mort. Hein, c'est pour ça que crisis, écrinaine, le jugement, c'est le moment où on bascule. Bon, et depuis, le terme a été utilisé très largement en dehors de son domaine d'origine. Mais, disait Dominique Bourg, oui, mais une crise, c'est quelque chose qui a une fin. Hein, si on pense que la grosse référence, c'est les crises économiques, hein, les crises, c'est quelque chose qui se termine, et qui se termine, peut-être pas par un retour à l'état antérieur, mais par un retour à un état d'équilibre, ou un état dit normal. Or, ce colloque était assez catastrophiste, hein, collapsologue. L'idée, c'est que, eh bien non, nous ne reviendrons pas à un état d'équilibre. Hein, donc, il ne faut pas employer le terme de crise écologique, ce qui personnellement me gênait un peu parce que c'est quand même bien commode. Alors, j'ai été assez rassurée quand j'ai compris que transition, ça venait de la théorie des systèmes, et c'était cet automne. Le prix Nobel de physique en 2016 a été donné à je ne sais plus qui, mais quelqu'un qui travaillait sur la transition, hein, les changements de phase. Hein, transition, on est en théorie des systèmes, là, purement en physique. Et justement, dans ce contexte, le terme de crise peut être utilisé dans un sens très différent de la crise économique. Quand on parle, par exemple, de crise, des crises d'extinction majeures en termes de biodiversité, on n'indique pas du tout un retour à l'équilibre, on indique au contraire des changements de phase.
Donc on peut dire que crise écologique et transition peuvent être, si on voit l'arrière-plan, si on voit que ça nous vient de la théorie des systèmes, c'est pas contradictoire, hein, c'est pas le terme de crise écologique, je dirais pas nécessairement optimiste. Hein. Ça ne fera pas de nous tous des catastrophistes, mais je pense que l'argument des catastrophistes, là, il ne marche pas vraiment. Bon, donc, la transition est l'indication d'un changement extrêmement important, puisqu'il fait partie de passer d'un certain système à un autre système. Ça peut être plus ou moins brutal. Hein. Alors, est-ce qu'on retrouverait l'opposition entre réforme et révolution qui a tellement marqué l'époque où le terme de révolution avait une importance? C'est à voir. Mais bon, voilà, premier temps, pour l'essai de clarification de vocabulaire que j'ai fait. Dans l'idée, je répète, de voir, bon, qu'est-ce qu'on importe, quoi. Quand on importe des mots, on n'importe pas des instruments neutres. Hein. On importe des conceptions, on importe des références, et donc je pense que c'est important de bien montrer la référence à la théorie des systèmes. Venons-en maintenant à l'expression de transition écologique. L'expression, je pense, est relativement récente. Hein. En tout cas, je me souviens qu'en 2013, quand il y a eu une journée de lancement de la Fondation de l'écologie politique que j'ai présidée pour un moment, c'est bien parlé de transition écologique. En 2013, en France, on n'est pas particulièrement avancé, hein, mais ça paraissait nouveau quand même. Hein. C'était pas du vocabulaire courant, bon, ce que c'est devenu maintenant. Et je pense qu'effectivement, en tout cas, dans la décade de cerisier à laquelle je faisais allusion, donc en 2015, les organisateurs ont justifié l'emploi du terme de transition écologique qui voulait substituer au terme de développement durable en se référant aux Hopkins et aux villes en transition, donc il est certainement pour beaucoup là-dedans. Alors, bien évidemment, je dirais, et c'est le problème que je vais essayer d'aborder, bien évidemment, est-ce qu'on peut dire en même temps, à mon avis, on peut dire en même temps transition écologique et crise écologique, est-ce qu'on peut dire en même temps transition écologique et développement durable? Là encore, pour me référer à l'idée possible, le colloque de Cerisier auquel je faisais référence était très clair. Le développement durable, c'était fini. Hein, et c'était l'échec du développement durable qui conduisait à parler de transition écologique. La loi de transition énergétique qui a été votée en France, la loi du 17 août 2015, est relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Hein, nous savons que la croissance verte est le dernier nom du développement durable, tel qu'il a été donné à Rio + 20. Donc en 2012. Donc, bon, c'est là le problème. Comment circonscrire la transition, hein, le problème que je posais. Est-ce qu'on est, jusqu'à quel point on est dans la rupture ou pas, et est-ce que le vocabulaire dont on dispose pour qualifier ce qui se fait et anticiper ce qui peut se faire permet de déterminer ce qui finalement, personnellement, me paraît assez flou. Donc, alors j'ajoute un autre élément qui ressort aussi de la réflexion sur la transition écologique. Qu'est-ce qu'apporte la théorie des systèmes? Eh bien, je dirais la possibilité, l'idée, hein, que la
transition écologique ne se comprend que si on la situe dans un système plus vaste. Hein. Et que donc, de ce point de vue-là, ceux qui se réclament de l'économie écologique, donc ceux qui se réclament de le fait que l'économie n'est qu'un sous-système des grands systèmes de la Terre, prennent le vocabulaire de la transition écologique parce que ça leur permet hein, là où, si vous voulez, le développement durable, souvenez-vous du graphique hein, qui représentait l'intersection de trois ellipses, hein, économique, sociale et écologique. L'idée de la transition écologique peut permettre de situer, d'englober hein, la sphère socio-économique dans les sphères physiques du système, chimique, physique et biologique du système Terre, et donc, de ce point de vue-là, soit en rupture avec un certain vocabulaire du développement durable. Bon, donc, je suis 3 quarts d'heure, quoi, à peu près. Encore une petite vingtaine de minutes. Ah, c'est ça. Bon, je comme mon prédécesseur. Alors, venons-en donc. Bon, comment, toujours par rapport à la dualité des deux articles que j'avais présentés, comment voir, on pourrait dire, les différents niveaux d'étendue de la transition et est-ce que ça permet de localiser les problèmes. Alors, bon, pourquoi il ne suffit pas de parler de transition énergétique, par exemple. Alors, de ce point de vue-là, je me référerai à un article de Gaël Giraud, paru à la fin du mois d'août, publié dans The Conversation, mais repris ailleurs, intitulé « Entre croissance du PIB et respect des engagements climat, il faut choisir », où Gaël Giraud, en économiste, c'est-à-dire avec des formules, hein, il le reconnaît lui-même, montre bon, que s'il y a différentes façons de réduire les émissions de CO2 et de diminuer le ratio CO2-énergie, que justement le ratio CO2-énergie est celui de la transition énergétique quand il s'agit de substituer les énergies moins émissives en CO2 aux énergies fossiles. Bon, donc si on peut dire qu'on a là le minimum, hein, le noyau minimum de la transition écologique comme transition énergétique, ce que continue à montrer l'article de Gaël Giraud, qui reprend des choses qu'on a pu trouver ailleurs, hein, ça ne suffit pas. Hein, et il faut adopter des changements, ça ne suffira pas à diminuer globalement et mondialement les émissions de CO2. Alors bon, l'article de Gaël Giraud, et je le quitterai là, sortait sur ce qui, dans le caractère très court de l'article, pouvait paraître comme une sorte de façon de ne pas résoudre le problème en disant il faut changer les indicateurs de la croissance. On se dit, c'est pas parce qu'on change les indicateurs qu'on change la réalité, mais bon, bref. Ceci dit, ce que montrait bien l'article de Gaël Giraud, c'était, et c'est à ça que je veux en venir, c'était sur quoi il y a possibilité réellement d'une action volontariste, c'est-à-dire techniquement sur la possibilité d'avoir des énergies renouvelables, hein, donc la substitution technique des énergies renouvelables aux énergies fossiles, et puis économiquement, hein, ce qu'on appelle les leviers ou les outils ou les instruments, donc toute la question des réinvestissements, hein, de la réorientation de la finance, de l'investissement sur les énergies non fossiles ou non renouvelables vers les énergies renouvelables. Donc, ce que montrait bien l'article de Gaël Giraud, c'était quel est finalement le domaine d'intervention de la loi et des instruments économiques, en gros ce que nous savons faire. Mais ce qui montrait aussi,
c'est que ce domaine, qui est le domaine classique d'intervention, où on a des éléments, on sait faire, ne suffit pas, et que pour aller vite, il faut aller au-delà, vers ce qu'on peut appeler, j'hésite parce que moi aussi je vais revenir sur les différences de vocabulaire, pour appeler les modes de vie. Pour prendre un exemple très simple, que le changement énergétique ne suffit pas, que vous connaissez, bon, je parle à des gens qui connaissent bien, mais pour qu'on se voit vous voyez de quoi je parle. Si on prend par exemple la question des voitures électriques. Bon, les voitures électriques, c'est pas consommateur de pétrole, mais c'est extrêmement consommateur d'énergie pour être fabriqué. Donc, pour qu'on puisse rétablir, compenser le gros impact écologique de la production des voitures électriques, ça veut dire qu'il faut les utiliser beaucoup. Ça veut dire que ça ne peut pas être des voitures individuelles. Ça veut dire qu'il faut un usage collectif. Donc, ça veut dire qu'on sort du simple domaine substituabilité technique et flexibilité du marché, et qu'on entre dans un domaine des comportements qui échappe au domaine économique. Alors j'en viens à ce qui était l'objet même de l'intervention précédente. C'est effectivement sur un domaine qui n'est pas le domaine d'intervention classique, ni de la loi, ni du volontarisme économique, parce qu'il y a un volontarisme économique, que se pose la question de la transition écologique. Et c'est à mon avis ce qui est en fait toute la difficulté, en ce sens que tout ce qui est du côté de la rupture et du côté de l'urgence, et en même temps réfléchir, bon, à partir de ce qui est les données de base, hein, on ne s'en tirera pas uniquement en agissant sur la technique, le marché et la finance. On a affaire au comportement, on a affaire au mode de vie, qui est quelque chose qui normalement n'est pas transformable. Alors je rappelle de ce point de vue-là, parce que finalement on n'a pas énormément de vocabulaire, la très vieille distinction entre les lois et les mœurs, hein, distinction qui remonte au grec, et que vous trouvez aussi chez Montesquieu ou chez Tocqueville. Donc, et qu'est-ce qui fait la distinction entre les lois et les mœurs? Chez Montesquieu et Tocqueville, on reprend la même chose, c'est que on n'agit pas sur les mœurs par les lois. Mais, on dirait depuis Montesquieu, il y a tout le développement de l'économie, mais les mœurs, c'est du domaine du collectif. Or, tout ce qui est du volontarisme économique est toujours des incitations individuelles, que ce soit des signaux prix, que ce soit des impôts, ça s'adresse toujours à des agents individuels, c'est-à-dire que ça fait appel à l'anthropologie économique de l'individu intéressé uniquement par lui, ce monde plus rationnel d'Amartya Sen. Or, on se trouve dans le domaine des modes de vie qu'il faut transformer dans quelque chose qui relève d'une autre anthropologie. Et c'est à cause, bon, moi, de ce qui paraît, avec les instruments que j'ai, hein, plus d'ailleurs à partir de la philosophie politique qu'à partir du travail que j'ai pu faire en philosophie environnementale, que je me dis, il y a là un énorme problème, et il faut faire très très attention à ne pas se voir envahir par un vocabulaire qui est un vocabulaire qui est le vocabulaire du domaine que j'ai essayé de définir, c'est-à-dire pas seulement celui des lois, celui aussi de l'économie, mais d'une économie dans laquelle on fait appel à des agents intéressés, égoïstes et d'une rationalité extrêmement limitée à l'instant présent. Et c'est là que, disons, il me semble que se pose le problème, et que je voudrais donc, dans il me reste 10 minutes, dans une troisième et dernière partie,
merci. Regardez un peu comment le vocabulaire de la prévision permet d'aborder ou non ce qui est pour moi la très grosse difficulté de la transition écologique, parce que c'est présenté comme une rupture, et quand on regarde, ça doit être une rupture, et c'est une rupture qui ne se dit pas dans le vocabulaire de la rupture que nous avons. C'est là que, que notre vocabulaire de la révolution soit tombé complètement en déshérence, c'est un problème. Mais il est tombé en déshérence pour de bonnes raisons, donc je ne crois pas qu'on puisse le... Mais disons, nous avons des catégories pour penser la rupture, et ce n'est pas les catégories pour penser la rupture de la transition écologique. Donc, je voudrais, pour terminer, mais vous voyez, je vous propose aucune solution, hein, c'est simplement plutôt une sorte de... Si j'ai quelque chose à dire, c'est attention au vocabulaire qu'on utilise, attention à ce que ça ne nous empêche pas de penser ce qu'on a à penser. Alors, je rappellerai rapidement aussi, dans le peu de temps qui me reste, le dernier domaine de vocabulaire que j'ai pas du tout analysé, celui des modèles et des scénarios. Et je rappellerai la différence, ça peut aider aussi entre modèle et scénario, tel qu'on peut la récapituler. Alors, je dirais, j'essaie de faire la synthèse de l'état de la question, hein, c'est pas mon approche propre. Disons que entre modèle et scénario, souvent on emploie un terme pour l'autre, c'est différent. Je dirais que, enfin ce qui se dit, hein, le modèle est prévisionnel. Il a à voir avec ce qui advient. Donc si on revient à la transition, on peut faire des modèles de ce qui est en train de se passer. Ça dit ce qui se passe. Le scénario est simulation d'un avenir. Il a à voir avec ce que l'on fait. Donc ce qui est à la fois souhaitable, praticable et probable. Hein. Donc, alors, plus précisément, les modèles, comme on le voit autour de tout ce qui se fait au GIEC, et en particulier en économie, mais vous avez les modèles. Pourquoi on fait les modèles? Parce que ça convient, rapport avec la théorie des systèmes, ça convient à la complexité. Hein. Le modèle peut rendre compte d'évolutions non linéaires, plurifacteurs, et même, alors il y a des modèles plus ou moins complexes, hein, les modèles économiques ne sont pas parmi les plus complexes, les modèles plus complexes peuvent en rendre compte justement de la complexité, hein, de la rétroaction, alors on ne peut pas modéliser véritablement les ruptures brutales. Le scénario, mais si on en reste au modèle économique, c'est quand même relativement limité. Alors, à cela, le scénario apporte la possibilité d'une vision globale, la vision sur le long terme, et surtout par rapport aux modèles qui sont quantitatifs, la prise en compte du qualitatif et la présentation de ce à quoi il était fait référence dans l'intervention précédente, du narratif. Hein. Le scénario, on peut raconter une histoire, donc on peut mobiliser un imaginaire, et on ne mobilise pas l'imaginaire avec des modèles. Hein. Et donc dans le côté volontariste, projeter un avenir, alors si vous voulez, il y a de ce point de vue-là, les scénarios font partie de la prospective, hein, et même de cette prospective qui fait que on dit voilà quel est l'avenir, et nous allons nous régler sur ce qu'il est, sur ce que c'est, pour que ça arrive. Ou vous avez des prospectives négatives, type catastrophisme à la Jean-Pierre Dupuis, hein, ou au contraire, on va poser la catastrophe justement pour l'éviter. C'est une démarche prospective, et ça peut être une démarche de scénario. Alors, 5 minutes ?
5 minutes. Je termine en faisant, bon, j'ai fait allusion au moment où je présidais la Fondation de l'écologie politique française. Nous avions publié en février 2015, donc avant la COP 21, un ouvrage de prospective qui s'appelait Paris Climat 2015, 20 ans et après, donc, qui se projetait dans 20 ans après l'hypothèse de rédaction du livre. Je vais terminer sur la présentation du livre. L'hypothèse de rédaction du livre, c'était, alors je vous dis, on écrivait ça en février 2015, mais finalement, on n'a pas été complètement détrompé de ce point de vue-là. La COP 21 se passe bien, il y a un accord, mais dans la perspective de ce que je vous ai dit aussi, l'accord ne suffit pas. L'action politique globale et les seules conséquences immédiatement politiques et économiques de l'action. Et donc, il fallait imaginer ce que pouvait être, 20 ans après, une vie ou quelque chose comme une transition écologique s'était engagée, avait réussi. Alors, l'idée qu'il y avait... C'était un collectif, bien évidemment, qui ne présentait pas du tout un avenir unique, qui explorait la diversité des possibles. Et je crois que c'est bien ça l'ambition du scénario, à la différence des modèles prévisionnels, d'ouvrir sur la pluralité des possibles, et cette pluralité des possibles étant d'ailleurs la pluralité des... Alors, on a parlé de secteurs tout à l'heure, mais des angles sous lesquels on voyait les choses. Donc vous pouviez avoir... Bon, je me souviens, dans la présentation du livre, ça a très vite tourné à la discussion de technocrates, quand même, dans ceux qui étaient là. Vous pouviez avoir des quasi-modélisations économiques, mais vous pouviez aussi avoir des anticipations de façon de vivre, et en particulier pour montrer que c'était un avenir ouvert. Il y avait une histoire où il y avait un divorce, des gens qui divorçaient, pour montrer à la fois que la transition pénétrait tous les aspects de la vie, puis qu'elle était imprévisible. Alors, je terminerai juste sur un exemple un peu entre les deux. Bon, c'était un article de Marc Vara qui montrait comment une taxe kilométrique sur le transport de produits de consommation pouvait... Alors, c'était intéressant de voir le type de causalité par rapport à la discussion qu'il y a eu avant, le type de causalité qui était mis en jeu par une sorte d'action en réseau. Alors, je pense que le concept que John Elster, le concept de mécanisme que John Elster avait introduit rend bien compte de formes d'enchaînement en réseau qui n'ont aucune nécessité, ce pas des lois, mais c'est un niveau de généralité qui est supérieur au cas individuel. Et donc, montrer la propagation, alors on n'était pas dans la gouvernance, on montrait la propagation des effets dans la possibilité de changer la vie. Donc, bon, j'ai pris mes 5 minutes. Il reste 2 minutes. Bon, je vais terminer. Alors, je vais rajouter juste un petit point, si j'ai 2 minutes. Donc, on peut, je donnais ça pour dire, c'était finalement, on appelait plus à l'imaginaire qu'à une projection discutable, rationnelle, etc. Mais je pense que la mobilisation de l'imaginaire, et c'est sorti de la discussion tout à l'heure, est importante. Alors, je voudrais terminer sur une note plus pessimiste, ou en tout cas une interrogation, qui, je pense quand même que aussi vivant que soit le scénario par rapport à un modèle, aussi capable qu'il soit de mobiliser l'imaginaire, il y a des effets de déréalisation. Et j'y pensais en lisant une présentation justement d'un avenir de d'autres modes de vie, de la transition, opposant la mondialisation nomade,
Hein. Attali, le côté on ne tient pas compte, une mondialisation qui ne tient compte ni des lieux de production, ni des coûts de transport, bon, à la localisation. Hein, l'idée que le monde de la transition écologique est un monde, on l'a vu, de la production locale, etc., etc. Et en lisant ça, je me disais, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait des migrants climatiques ? Il me semble que quelque chose que ni la modélisation, excusez-moi, ni le scénario ne peut prendre en compte, parce qu'ils ont été faits contre d'une certaine façon, c'est le conjoncturel, c'est l'événementiel, c'est la dimension aussi politique, et que je crois que les modélisations, les scénarisations de la transition ne peuvent pas prendre en compte et qui seront pourtant la réalité de la vie dans la transition écologique. Voilà, merci. On a du temps pour les questions. Oui, merci beaucoup pour toutes ces mises au point. J'aurais quand même une question, c'est la distinction, une distinction classique entre les lois et les mœurs. Hein. Ouais. Mais dans les faits, si vous voyez le XXe siècle, c'est quand même une modification très profonde des mœurs qui n'ont pas été décidées par des lois, ou qui l'ont été à moitié. Quand on décide d'électriser, par exemple, pour changer complètement les mœurs, ça n'a pas été... En l'occurrence, l'électrisation, ça a été effectivement imposé politiquement. Vous prenez l'extension de la voiture, qui décide? Est-ce qu'on est là devant un phénomène purement économique ou bien en tout cas, c'est un changement profond des mœurs. Vous voyez le mode de transport maintenant, ce qu'ils étaient il y a 50 ans, ça a un impact profond sur les modes de vie. Qui décide? C'est le marché, je dirais. Oui. Mais alors, la première... Donc, si vous voulez, cette opposition que vous faites entre loi et mœurs, paradoxalement, me paraît stérilisant et ne rend pas bien compte de ce qui s'est passé. Parce que tout le XXe siècle, c'est la contradiction de ça. Le XXe siècle, c'est une modification profonde de tous les mœurs par des innovations technologiques et qui ne relèvent pas d'une décision politique. Ah ben, d'une certaine façon, je ne disais rien d'autre. Simplement, ce que Montesquieu disait, c'est... Les mœurs peuvent changer, mais on ne les changera pas, les lois. Bah, sauf une taxe. Une belle taxe, si vous voulez. Oui, mon article de Marc Barra est peut-être un contre-exemple à ce que je disais, effectivement. Non, ce que je veux dire, bon, au cas où, pour donner un exemple où, bon, je dirais par exemple, moi, mon opposition à la loi française contre le voile, c'est on ne change pas les mœurs par les lois. Donc, on ne change pas la façon de s'habiller par des lois. Bon, c'est du... Vous voyez ce que je veux dire? Alors... Écoutez, toutes les lois sur comment dire, les lois égalitaires, si vous prenez toutes les lois qui concernent l'égalité hommes-femmes, précisément, j'ai l'impression que c'est des lois de politique devancent la société civile. Et donc, je pense qu'on change des mœurs aussi par des lois. Les relations hommes-femmes à l'intérieur d'une situation de travail, c'est quand même une loi qui aussi impose des choses. Non, les lois peuvent avoir des effets, mais l'idée, c'est que, intentionnellement, et ça, moi, j'y tiens, on ne peut pas entreprendre une réforme des mœurs de la même façon qu'on entreprend une réforme de la Constitution politique. Alors, bien sûr, il y a des effets. Et c'est toute la question, c'est la question du contrôle des effets. Ça s'excuse. Oui. Oui. Par hasard, ou peut-être pas, je rentre tout à fait dans le même credo, la question des mœurs de Tocqueville ou des modes de vie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les modes de vie sont une sphère, un domaine relativement indépendant du gouvernement et indépendant de l'économie? Moi, ce n'est pas tant aux lois et au gouvernement que je pense, c'est plus à l'économie. Est-ce que nos modes de vie ne sont pas très très largement dictés sous le contrôle de l'économie, du marché? Est-ce que tout ce que nous employons quotidiennement comme équipement de toutes sortes, tous nos modes de vie ne sont pas très très largement forgés
par le marché, pour le marché. Est-ce que réellement c'est une sphère qui peut être considérée comme indépendante dans une analyse? C'est une question que je pose. Alors, là, je vais vous répondre, je l'avais sauté, je voyais le temps qui avançait. Mais pour vous répondre, ce serait peut-être utile que je m'appuie sur une distinction que fait Dominique Bourg entre ce qu'il appelle style de vie, genre de vie et mode de vie. On va prendre le terme intermédiaire, qui désigne comme genre de vie les déterminants collectifs structurants de nos existences. C'est ce que vous dites, déterminé par l'économie. Les cadres de l'économie comme mode de production, distribution, déterminent très largement nos modes de vie. Alors, à l'intérieur de ces déterminants, il y a des styles de vie, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de choix. C'est ce que les journaux, nous autres femmes, savons peut-être mieux que vous, c'est ce que les journaux féminins nous expliquent sans arrêt. Vous avez le choix de vous habiller comme vous voulez. Bon, c'est complètement contraint. Hein. On peut avoir un style, je ne sais pas moi, gothique, punk, BCBG, tout ce que vous voulez. Hein. Bon, là, effectivement, c'est la fausse liberté, celle qui consiste à choisir entre Pepsi et Cola et Coca. C'est pas une grosse liberté. Et puis, et on en vient à ce qui nous préoccupe, je crois, qui est, alors je reprends hein, la distinction de Dominique Bourg, les modes de vie, et je reprends sa définition, ceux de nos choix qui conjuguent nécessairement les dimensions collectives et individuelles. Et je pense que ce qui a été, bon, les AMAP, les, je sais plus, Gazap ou je sais pas quoi là, parce qu'on savait pas ce que c'était, c'est des formes de tentatives à la fois collectives et individuelles de transformation, les modes de vie comme mise en cause des genres de vie. Je ne sais pas si la distinction est... Moi je la trouve... Je ne suis pas entièrement d'accord avec elle, c'est peut-être aussi un peu pour ça que je l'ai sauté dans ma présentation, mais j'avais quand même. Mais vous voyez, entre le choix purement individuel, ce qu'il y a de complètement structurant, et les mœurs, c'était aussi une façon de dire, bon, bah, bonne vie et mœurs, on se conforme à des normes collectives, hein, il y a une définition de Burlamaqui, enfin peu importe, des mœurs au XVIIIe siècle, qui est les actions humaines en tant qu'elles sont susceptibles de règles. Ces règles peuvent être implicites. Hein. C'est bon, ça se fait pas, être en maillot sur la plage ou pas. Bon, il y a une série de contraintes qui ne sont pas uniquement économiques, d'ailleurs, mais dans lesquelles l'économie joue un grand rôle. Et la transition écologique, ben, c'est une tentative d'agir là-dessus. Justement, ouais. Ces tentatives d'alternatives, ouais, comme Tom Boller l'a bien montré, est-ce qu'elles ne sont pas à peu près systématiquement récupérées par le marché sur les toits des grandes surfaces, par exemple? Est-ce qu'il y a moyen d'y échapper? Ben, c'est le problème je crois qu'on a posé tous les deux, moi au niveau du vocabulaire, en disant, bon, la gouvernance, c'est une récupération. Pensez ça sous la catégorie de la gouvernance. C'est s'exposer à la récupération. Mais le problème est là pour moi. Il est véritablement là. J'aimerais revenir à deux mots de vocabulaire et précisément celui de gouvernance. Donc merci d'avoir souligné ça. C'est quelque chose qui m'embarrasse depuis très longtemps. Et je vois que le mot gouvernance est fréquemment utilisé dans des études sur la transition. Alors que, tout à fait comme vous le dites, il me semble qu'il est importé d'un système que l'on veut combattre, précisément. Un mode de gouvernementalité que l'on récuse et que l'on veut combattre. Alors, quel mot utiliser pour dire que quand même, il y a à administrer ou à encourager ou à gérer collectivement ou publiquement, le pouvoir public doit donner un coup de pouce, gérer ces activités même de transition, mais autrement que par la gouvernance néolibérale. Ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est à propos du mot de transition, mais alors pas sur un plan philosophique, mais sur un plan de narratif. Récemment, dans une conférence, on m'a objecté le fait que le vocabulaire
le mot transition écologique et sociale est très peu attractif comme projet. Et que justement le succès du film Demain, c'est de l'appeler Demain. Et alors, comment, si on n'appelle pas, si on ne désigne pas le projet ou le phénomène en cours que l'on voudrait encourager par transition, quel qualificatif de révolution c'est-on pas? Révolution, c'est bon, c'est usé. Il est brûlé aussi, pas seulement usé, il est brûlé. Il est trop associé à la révolution marxiste quand même, avec le concept de révolution. Oui, non, il c'est est pas. ça Oui, non, mais je crois qu'il a été complètement dévalué, quoi. Mais je crois. Bon, vos questions me font plaisir parce que je me dis que je ne suis pas parlé pour rien, mais j'ai un peu de mal à y répondre. Hein. Moi, je pense que le problème de ce qui fait le succès. Alors, je vais vous dire, pour vous dire la difficulté des vocabulaires. Dans les derniers livres qu'on a, aussi bien dans Penser et agir que dans le bluff technologique, pour réfléchir sur la technique, on s'est dit, bon, on a un modèle de technique de fabrication qui ne convient pas à la description de ce qu'on fait. Et on a montré, bon, je ne vais pas développer ici, mais qu'il y avait d'autres façons de faire qui permettaient de penser une coopération avec les processus naturels. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme mot pour qualifier ça? On n'en avait pas d'autre. On parle de pilotage. Oh là, là aussi c'est du vocabulaire néolibéral. Donc c'est dur d'échapper à... Bon, alors je reviens à la gouvernance. Je crois que ce qui fait, si vous voulez... Alors, il y a plein... Bon, il y a un article d'Albert-Ogien qui est tout à fait bien, justement en étude pragmatiste de vocabulaire, un petit peu pragmatiste, ou bon, comment on use du mot. Bon, il montre bien que c'est lié au développement d'un vocabulaire qui est de l'efficacité. Hein. Quand on parle de gouvernance, c'est pour mesurer l'efficacité. Donc c'est la réduction de tout ce qu'on fait à une mesure d'efficacité. Par ailleurs, on dit gouvernance pour plus dire gouvernement, parce que gouvernance c'est trop politique. Bon, ceci dit, qu'est-ce qui fait le succès de la gouvernance? Moi, je me suis fait piéger une fois chez des néolibéraux avec le nom de gouvernance. Je ne savais pas que j'étais piégé là-dedans. Bon, regarde, c'est mauvais souvenir. C'est que ça a des côtés démocratiques, ça a des côtés horizontaux. Hein. Ça a des côtés, justement, pas imposés d'en haut. Donc, alors... Autogestion aussi, je crois que c'est un vocabulaire complètement daté. Enfin, pour moi, ça renvoie, il faut raconter sur la Yougoslavie quand j'étais quasi petite fille et tout. Bon, Rocard était dans l'autogestion. Bon, c'est extrêmement difficile. Hein. Quant à la transition, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je suis parti de la boutade de Bernard Pinsaud. Hein. Pourquoi est-ce qu'on parle de révolution? Bon, la révolution, bon, quand j'ai vu, ça ne dit rien sur la situation politique actuelle, mais quand on voit que ce qui est dans les librairies actuelles avec le nom de révolution, l'auteur est Emmanuel Macron, bref, c'est vrai que transition, c'est trop faible. C'est pas mobilisateur. Alors, s'il y a des propositions à faire... Justement, par rapport je suis tous d'accord avec vous, il faut un mot plus fort que transition pour cette structure. Donc, vous dites que ça vient de la théorie du système, et vous avez dit en introduction que le problème, voilà, c'est d'utiliser des mots du même vocabulaire que ce qui a causé le problème. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est en quoi la théorie des systèmes fait... Ah non, la théorie des systèmes n'a pas... J'ai pas dit ça pour la théorie des systèmes. Okay, non. J'ai dit ça pour gouvernance. Ah, ok, alors je fais... J'ai dit ça pour gouvernance. Non, la théorie... Là, ça... Bon, la théorie des systèmes, ça a été investi effectivement par un certain nombre d'approches en écologie qui ont, si je peux dire aussi, leur lettre de noblesse. Hein. Je ne suis pas en train... Mais, à mon avis, ça pose problème. Ça pose problème sur les questions des catastrophes.
Mais c'est pas du tout, c'est un problème épistémologique, c'est pas du tout, on est en train d'importer un vocabulaire qui a été fait contre nous. Parce que là, enfin, en termes de rupture, vous l'avez mentionné sans le dire, mais effectivement, la collapsologie qui se base notamment sur la théorie des systèmes, Oui. Voilà, je veux dire, voilà, le problème en fait, c'est la question de est-ce qu'on a le contrôle ou pas de ce qui est en train de se passer. Et les collapsologues vont dire, bah non, là maintenant il est trop tard et on va avoir un système qui collapse. C'est pour ça que je suis pas collapsologue. Voilà, et donc la question là, je pense qu'elle est sur est-ce qu'on a le contrôle de ce qui est en train de se passer ou pas de cette transition, et c'est vrai que dans le vocabulaire de la transition de Hopkins, il y a cet élan d'optimisme qui laisse ça. Dans notre constat, ils vont dire, en fait, on est dans un processus dans lequel on n'a plus le contrôle, et donc en fait, il faut aller dans le sens de processus. Donc, voilà, je pense que oui, non, mais c'est l'autre aspect du problème. Alors j'ai bien vu 2 mains levées, malheureusement on a court de temps, mais heureusement il va y avoir une pause café là à l'instant où vous allez pouvoir poser vos questions directement à Camille. On remercie